19h-20h, casse sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Cash sur table. Ce soir, câble sur le monde étudiant, en pleine zone de turbulence entre réformes controversées, précarité qui explose et mouvements de colère qui s'intensifient. Une question assez simple se pose. La jeunesse est-elle encore une priorité politique ou juste une variable d'ajustement budgétaire? Pour nous en parler, nos invités ce soir qui représentent cette jeunesse qui ne baisse pas les bras. Avec nous, Bernard Dessy, responsable national des jeunes CSC. Bonsoir. Bonsoir. Également aussi avec nous Nassim Sabibi de Défi Jeunes. Bonsoir. Bonsoir Tariq. Et va nous rejoindre dans quelques instants Bilal Fayad du mouvement des jeunes socialistes. Quant à Noah De Villers, souffrant, le président de Génération Engagée n'a pu se libérer pour notre émission. Alors on démarre tout de suite avec les décisions politiques. Est-ce qu'il reste un petit peu du pacte avec les étudiants? On commence avec une question assez simple. Est-ce que, je dirais, le contrat entre l'État et sa jeunesse est un petit peu corrompu, Bernard? Moi, je pense qu'un premier élément de réponse qu'on peut trouver dans l'actualité, c'est peut-être même historique, mais donc à l'appel de la FEF, les étudiants étaient déjà mobilisés avant même la rentrée académique. Elles étaient encore dans la rue le 30 septembre, toujours à l'appel de la FEF, et on pourra peut-être en parler plus longuement après aussi, mais il y a encore une mobilisation qui se prépare demain à l'attention de la ministre de Grise, et notamment en lien avec les mesures qui sont sorties du conclave budgétaire, mais pas que. Nassim, on parle souvent d'écoute et de dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes se sont encore vraiment écoutés d'après vous? Oui, donc la réponse est non. Déjà, plusieurs fois, j'avais répété quand je venais ici en disant que on dit souvent que les jeunes ne sont pas politisés, etc. Si, ils sont politisés, si, ils sont investis, ils sont engagés, mais ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas assez écoutés. Regardez par exemple Noah De Villers. Il a par exemple co-signé avec les autres OJ une carte blanche pour affirmer le fait qu'il ne fallait pas définancer les OJ. Génération engagée, et pourtant son parti, les engagés, ne l'écoute pas, ne le suit pas, il n'y a pas d'écoute. Moi je suis fier de faire partie d'un parti qui met en avant ces jeunes, et par exemple aujourd'hui j'ai préparé cette émission avec Maxime Timmerman, qui fait partie des conseils étudiants du BEA. J'ai préparé aussi ça avec Hugues, qui est à Noix, qui est donc secrétaire chez nous, qui est aussi un assistant à Saint-Louis. Donc c'est une manière de travailler qui fait qu'on peut aboutir à quelque chose. Mais quand on a des gouvernants qui n'écoutent pas et appliquent une méthode néolibérale comme ça, sans écouter les gens qui sont concernés, on arrive à ce résultat. Une désillusion qui est palpable à vos yeux. Qu'est-ce qui a finalement fracturé ce lien entre nos politiques et nos jeunes d'aujourd'hui, Bernard? Je pense que si on écoute les jeunes, si on écoute les étudiants aujourd'hui, on peut légitimement écouter leurs revendications. Avant tout, c'est des inquiétudes, c'est une vision de l'enseignement, c'est une vision de la société également. Et la question qui est posée ici et qui est légitime, c'est de se dire, mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce que le message des jeunes qui s'organisent et qui se mobilisent est entendu? Et est-ce que ça percole avec la vision de la jeunesse qui est dans le programme aujourd'hui des différents partis de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une vraie question qui est posée et je pense que la réponse sortira de la bouche des étudiants encore demain dans la rue. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une rupture du contrat social entre institutions et étudiants finalement? Je reprends un peu le rétroacte. Oui. Donc les luttes qui s'inscrivent dans le décret paysage, je trouve, illustrent bien la situation. Donc d'une partie, d'un côté, on a des étudiants qui dénoncent une situation, donc à savoir des règles peut-être trop strictes et qui ne percolent pas avec la réalité que vivent les jeunes aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup trop normalisé la situation des jeunes aujourd'hui en Belgique, notamment auprès des étudiants, mais pas que, qui est en fait d'aller jobber toute l'année pour subvenir à ses besoins, pour payer et mener à bien son projet d'études et en fait se retrouver face à un système, à des règles beaucoup trop figées, beaucoup trop strictes, qui ne permettent pas à une majorité de jeunes en fait d'aller au bout de ce projet de formation. Et donc selon moi, le message est légitime, ils ont raison d'exprimer leurs craintes et leur colère, et ça n'a pas été suffisamment attendu. Donc une première fois, ils se sont organisés, et je pense que ça a même fait tomber
la coalition en place sous la législature précédente au sein de la FOB. Et aujourd'hui encore, on le voit qu'à la sortie du conclave, et peut-être qu'on en parlera plus longuement, on voit que les mesures ne vont pas dans le bon sens quand on entend les étudiants, c'est-à-dire un Minerval plus cher et des études toujours plus longues, mais avec peut-être à côté un job étudiant pour mener à bien son projet d'études. Et donc voilà, l'équation fait qu'il y a un problème. Oui, alors Bilal Fayad du mouvement des jeunes socialistes vient de nous rejoindre. Bonsoir Bilal. Bonsoir. Alors je vais vous poser également la même question. À vos yeux, qu'est-ce qui, pour les mouvements socialistes, qu'est-ce qui a fracturé ce lien entre les politiques et nos jeunes d'aujourd'hui ? Écoutez, je pense que ça a été la répression. Quand je parle de répression, je parle ici du fait que les autorités n'ont pas voulu écouter les jeunes quand ils sont sortis dans la rue, ne les écoutent toujours pas, et malheureusement, les autorités se contentent juste de vouloir les inviter dans un bureau, leur dire oui, les écouter, les laisser parler, et dire qu'ensuite on les écoute, mais la réalité n'est pas ça. La réalité, c'est que ce que les étudiants demandent aujourd'hui n'est absolument pas mis en place. Il n'est absolument même pas pris en compte, en fait. Et c'est là le problème. Et quand ils sont en manifestation, ils finissent par se faire réprimer par la police très violemment. Et il est là le problème et la rupture, en fait, entre les autorités et la jeunesse aujourd'hui. Nassim, chez Défi Jeunes, vous défendez, vous, une vision progressiste de l'éducation. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes donc, ne sont pas assez consultés ou simplement informés à prix goût ? Oui, effectivement, on a un certain paternalisme de la FOB, de l'enseignement général, du coup, envers les étudiants, ce qui fait qu'on n'a pas trop le choix que de manifester, finalement. Et comme l'a dit Bilal, une fois qu'on va dans la rue, on se fait taper dessus. J'avais été manifester la dernière fois avec l'appel de la FEF, j'irai d'ailleurs aussi demain, et nous y serons aussi quelques-uns à y aller. On n'est pas entendu, donc oui. Alors, les réformes récentes sont perçues comme dures, parfois injustes. Vous la rappelez, Bilal, pourquoi cette orientation de durcissement ? Est-ce qu'il y a une explication quelque part ? Mais écoutez, l'explication officielle, c'est qu'apparemment, il n'y aurait plus d'argent. Maintenant, la réalité, c'est que l'argent, on le trouve quand on le veut. Et on le trouve quand les choix politiques sont faits pour. Et il a le problème. Aujourd'hui, j'ai l'impression plutôt que les autorités, notamment ce gouvernement de droite, va plutôt vers un enseignement qui se veut de plus en plus élitiste et qui se veut du coup excluant. Et il est là le problème. Bernard Dessy, je rappelle que vous êtes responsable national des jeunes CSC. Cette justification, manque d'argent, ça tient la route ? Mais j'ai l'impression que c'est un discours qui se normalise de plus en plus. Et donc, pour rappel, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les partis qui forment la majorité sont le MR et les engagés. Et je trouve qu'il y a un parallèle fort à faire avec l'actualité et ce qui se passe aussi au gouvernement fédéral. Et quand on a une lecture du programme, et en tout cas à la sortie de ce conclave budgétaire des partis politiques qui forment donc cette majorité-là, on ne peut considérer que la jeunesse, le secteur jeunesse, et en fait à peu près toutes les missions de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme une variable d'ajustement. Et donc on voit là en fait des calculs de gestionnaires avec un manque total d'absence d'ambition et de moyens pour la jeunesse, les travailleurs et les travailleuses de demain, les étudiants d'aujourd'hui. Et donc le malaise, il est là aussi. Je veux dire, quel projet d'avenir, quel projet de société on porte pour la jeunesse ? La douche, elle est vraiment froide. Vendredi, à la lecture des mesures et à la sortie de la conférence de presse, je ne peux que comprendre la colère des jeunes et des étudiants qui ont appelé à manifester demain. On s'éloigne donc de l'égalité d'accès pour la CSC. Il y avait déjà donc effectivement des craintes quant à un enseignement à deux vitesses. Donc il y a déjà le passage du secondaire au supérieur qui est parfois une grosse fracture. Et donc on peut attendre d'un enseignement un accompagnement, des moyens pour aider les jeunes à s'épanouir dans leur projet d'études. Et en réformant les conditions de réussite, donc en raccourcissant en fait le délai, en donnant moins de chance aux jeunes pour aller au bout de leur projet, eh bien, on ne tient pas compte de la réalité que vivent une majorité de ces jeunes. Donc, pour ceux et celles qui jobent et qui n'ont d'autre choix que de jobber, ça apporte déjà une difficulté supplémentaire pour réussir son année dans le temps imparti. Et donc, la lutte a payé un moment. On a pu voir un moratoire s'installer pour, à un moment donné, faire une pause dans les réformes, parce que, et c'était très juste de leur part, c'est qu'à l'appel des jeunes, on demandait au moins
des mesures transitoires, on demandait une évaluation même des mesures actuelles avant de dire on change toutes les règles sans savoir quel sera vraiment l'impact de ces mesures et combien de jeunes seront touchés. Et donc je reviens à ce que je disais, donc les jeunes étaient déjà mobilisés en marge de la rentrée académique pour dénoncer donc les dégâts, vraiment les dégâts de cette réforme-là, de ce décret paysage. Des dommages collatéraux sont ces jeunes qui sont dans la rue et ceux qui sont concernés et qui se voient maintenant non finançables et exclus de l'enseignement supérieur. Bilal, comment expliquer à présent que des partis dits progressistes, entre guillemets, puissent soutenir des mesures aussi impopulaires auprès des étudiants ? Soutenir quel parti progressiste ? Bon, c'est ce qu'on présente comme parti progressiste. Je parlais de Génération Engagée qui se profilait au départ comme ouvert, c'est un peu rétracté en cours de route. Mais écoutez, je ne prendrai pas la parole à leur place, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une très très belle désillusion par rapport aux engagés. Il y a eu beaucoup de promesses, même dans leur programme, il était marqué que le Minerval ne devait pas bouger, qu'il devait être gelé à 835 €. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, ça c'est une question que je pense qu'il faut poser aux engagés directement. Les engagés qui étaient invités, qui malheureusement n'ont pas pu se présenter ce soir pour répondre à nos questions, Nassim. Est-ce qu'on peut encore croire à un enseignement supérieur accessible à toutes et à tous et surtout sans discrimination sociale ? C'est une utopie aujourd'hui ? Ça le devient en tout cas malheureusement de la faute de ce gouvernement, pardon. Surtout je vois beaucoup de jeunes étudiants. En tout cas, dans mon quartier, j'habite à Molenbeek, qui essayent vraiment de s'émanciper socialement par l'étude. Parce que depuis qu'ils sont petits, on leur dit que si vous voulez pouvoir avoir de meilleures conditions de vie, etc., ça passe notamment aussi peut-être par la formation. Déjà, ils doivent relever le défi d'être dans des écoles de l'obligatoire qui sont parfois dans des conditions assez précaires, avec des professeurs qui sont parfois débordés, du matériel qui manque. Une fois qu'ils arrivent enfin à franchir cela, ils arrivent à l'université et ils sont confrontés encore à une difficulté supérieure. Et si en plus on commence à augmenter le Minerval, là franchement ça lui donne davantage. Moi je pense que c'est bien de vouloir augmenter. Ok, pourquoi pas. Pour ceux qui sont vraiment les classes les plus aisées. Ok, pourquoi pas avec un taux progressif. Mais aussi pourquoi est-ce qu'un étudiant par exemple qui fait une année, un bachelier, par exemple, bac 3, on va dire, qui fait 15 crédits. Pourquoi devrait-il payer un Minerval total ? Pourquoi on ne ferait pas comme en Flandre, où on paye son Minerval au prorata de ce qu'on a comme crédit à acquérir durant l'année ? Déjà, ça me paraît déjà un peu plus juste. Voir aussi au niveau des conditions, parce qu'on a une communication, on dit qu'on va avoir plusieurs types de Minerval, mais on ne sait pas lesquels, quels critères vraiment. Et donc on attend, et dans l'attente, on se mobilise évidemment. Bernard Dessy, est-ce que d'après vous, il faudrait peut-être penser à changer la manière dont les décisions sont prises ? C'est une piste ? Les décisions, comment fonctionnent les instances, la démocratie ? Je trouve qu'effectivement, il y a ceux qui font déjà leur travail, à savoir, et je salue le travail des étudiants qui se mobilisent, donc les contre-pouvoirs, donc les syndicats étudiants, qui sont à l'écoute et qui en fait sont peut-être, avec tout le tissu associatif et les acteurs jeunesse, les seuls acteurs qui relaient et qui peuvent se faire porte-parole de la jeunesse, parce qu'on l'a dit en début d'émission, il y a un vrai problème dans l'écoute, dans le soutien et dans le manque total de vision. Je faisais un parallèle là tantôt, mais je vais d'abord revenir sur le Minerval. Il y a quand même plus que les étudiants qui dénoncent un sous-financement structurel de l'enseignement, il y a aussi les enseignants qui se mobilisent. Et en fait, voilà, je pense que les parents s'en rendent bien compte aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut entendre qu'à un moment, il y a un déficit. On est passé par plusieurs crises. Mais donc, je pense que mettre la focale, et j'aimerais y revenir sur ceux et celles qui étudient, donc les étudiants, les jeunes, et en fait, leur faire supporter le poids, donc en tout début de parcours, donc au moment où on quitte l'école secondaire, où on fait un premier choix d'études, et d'être en fait ceux et celles qui doivent supporter ce déficit et en fait ce manque d'alternatives, de solutions en fait structurelles. Enfin, c'est quelque chose à dénoncer. On peut parler du Minerval progressif, selon les moyens de chacune, les épaules les plus larges, mais je veux dire qu'on aille directement chercher dans la poche des étudiants. Enfin, ça doit nous alarmer. Je pense qu'on a franchi une certaine ligne. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Demain,
quoi. Enfin, je veux dire, Minerval plus haut encore, jusqu'à ce qu'on ait comblé le déficit. Enfin voilà, on a franchi une ligne selon nous. Alors, on va marquer une courte pause pour revenir un peu sur la vie des étudiants sur le terrain, la précarité, la fatigue et surtout la colère. Ne bougez surtout pas, on se retrouve dans quelques instants. Sur Arabelle. Et on retrouve nos... En tant que maman, c'est un vrai... 19h-20h, casse sur table sur Arabelle. Voilà, on retrouve nos invités dans Casse sur table. Bilal Fayad du mouvement des jeunes socialistes, Bernard Dessy, responsable national des jeunes CSC, et Nassim Sabibi, président des jeunes défis à Molenbeek. La colère donc qui monte, mais c'est aussi une immense fatigue qu'on entend un peu partout. Qu'est-ce qui vous remonte, Bernard, du terrain chez les jeunes syndiqués en particulier? Déjà, si on pose la question aux jeunes qui s'organisent chez nous, on se rend bien compte que la législation, de manière générale, c'est pas facile. Même pour nous, je pense, quand on suit l'actualité, quand on entend des mesures, on réalise pas toujours l'impact que ça a. Mais il y a peut-être un point d'attention à voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux jeunes, à savoir jusqu'à quel âge il faudrait qu'on bosse, qu'est-ce qui est prévu, ok, 67 ans, certains l'apprennent encore. Et on ne peut pas ignorer le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ont un job étudiant. C'est plus un petit job d'appoint, c'est vraiment devenu la seule source de revenus pour une majorité d'entre eux et d'entre elles. Et on peut très vite imaginer que certains vont démarrer peut-être au cours des études supérieures, d'autres vont commencer avant même. Et il faut savoir qu'une des mesures du gouvernement, c'est de permettre en fait aux jeunes de travailler dès 15 ans. Aujourd'hui, on peut le faire, mais il faut avoir suivi les 2 premières années du secondaire. Mais donc de démarrer dès l'âge de 15 ans. Et donc, si rapidement on veut se projeter, on pourrait s'imaginer que ceux et celles qui n'ont pas le choix ou qui sont poussés à le faire vont jobber dès leurs 15 ans. Imaginons 9 ans de job étudiant, jusqu'à la fin de ses études supérieures, pour ensuite débarquer sur le monde du travail. Et ça, c'est pas une surprise pour les jeunes aujourd'hui. Travailler, c'est quelque chose dont on a envie. On veut prendre on veut trouver son autonomie financière. On veut s'émanciper financièrement. Mais donc, tout ce travail-là en tant que jobiste n'est pas valorisé. Donc en fait, on va débarquer dans le monde du travail peut-être à 23 ans, 24 ans, avec déjà beaucoup d'expérience, ou en tout cas beaucoup d'heures de travail à son actif. Et ça ne va pas compter pour la carrière. On va encore devoir faire une carrière complète jusqu'à 67 ans. Et donc là, il y a déjà quelque chose qui fâche. On nous fait bosser, on n'a pas le choix, et tout ça n'est pas valorisé, on ne se constitue pas de droit. Donc ça, c'est déjà un gros élément déclencheur. Bilal, donc travailler, c'est encore compatible avec la réussite scolaire et universitaire? Malheureusement, non. Là, on avait parlé justement du fait que le Minerval augmentait. Pour vous dire un petit peu comment est-ce que c'est calculé, en tout cas dans l'état des choses actuelles, il est calculé sur l'extrait de rôle. L'extrait de rôle, c'est qu'en gros, le revenu du ménage, plus précisément donc le revenu des parents, puisque on n'est pas comptabilisé dedans, le revenu que nous gagnons en tant que jeunes. Maintenant, vous avez un jeune qui décide de prendre son envol, qui décide de se prendre un appartement, un cote, et de commencer à jobber. C'est-à-dire que son extrait de rôle et son Minerval seront calculés sur ses parents. Ses parents qui prennent... L'extrait de rôle prend toujours 1 an de retard. Donc c'est-à-dire que même si votre situation a changé entre-temps, l'extrait de rôle continue à gérer l'année dernière, et c'est l'année dernière qui compte. Maintenant, même si vous êtes imaginons, aisé, imaginons vos parents ne veulent plus vous aider, ils ne veulent plus vous donner d'argent, vous vous retrouvez seul. C'est quand même sur leur extrait de rôle à eux que vous êtes calculé, donc c'est 1 200 € plein pot. Aujourd'hui, c'est 58% des étudiants qui vont payer 1 200 €. Et il est là le problème, en fait. C'est 58%, c'est plus d'un étudiant sur 2. Et c'est ça qui est révoltant. Nassim, une réaction peut-être? Oui, je rejoins tout à fait les deux avis. Je pense que le marqueur de cette soirée, ce sera qu'on sera d'accord. Et malheureusement, je ne sais pas si d'ailleurs les jeunes et mères ont été invités ce soir ou pas. Malheureusement, nous avons qu'une demi-douzaine de micros, on ne peut pas inviter tout le monde. Parce que j'aurais aimé qu'ils soient là. Au moins un des deux. Bon, Noah est malheureusement malade. Parce que voilà. Mais en ce qui concerne le travail étudiant, il y a des statistiques qui montrent clairement que le fait de jobber pendant ses études fait que ça impacte forcément ses notes. Le plus dur, c'est que avec un Minerval donc à 1002, donc il faudra davantage travailler, fatalement, sachant que les salaires étudiants ne sont pas non plus exorbitants, donc il faudra encore plus taffer. Parfois, pour l'augmentation, j'ai l'impression que pour certains étudiants, c'est 2, 3, 4 jours voire 4 jours de plus que d'habitude, au moins juste pour payer le 400 € de différentiel,
pour ceux qui paient déjà 835 €, je rappelle. En général, vous allez travailler ça au mois de juillet. Si vous avez des examens à passer en août, ça va vous handicaper. C'est arrivé à plusieurs de mes amis. Ça m'est arrivé aussi. C'est à cause de ça que parfois on doit repasser, etc. Et donc c'est très compliqué. Et en fait, quoi ? Donc d'un côté, on est gentil, entre guillemets, on vous augmente le nombre d'heures étudiants. De l'autre côté, on vous durcit les conditions de réussite. En plus, on vous augmente les minervales. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Alors, justement, je veux une course vers question. le fond. Voilà, une question de terrain, justement, pour vous, Nassim. Est-ce que vous avez des signaux d'alerte ? Qu'est-ce qu'il y a comme remontée de vos antennes des filles jeunes en particulier ? Il n'y a pas plus d'une semaine, après, à peine, j'étais avec Sophie Raoni aux abords du campus de l'ULB. On distribuait des tracts, justement, le jour même de l'annonce des décisions budgétaires de la FOB. Donc on distribuait des tracts sur la santé mentale des étudiants et des étudiantes qui impactent énormément, qui ont vraiment impacté. Et énormément d'étudiants, il y en a même une ou deux qui avaient craqué, en expliquant à chacun son parcours de comment ça se passe, etc. Parfois, ce sont des deuils. Parfois, c'est le fait de jobber 3 jobs étudiants pour payer un COTS, pour payer sa bouffe. Et malgré le cumul, ils n'ont pas assez. Donc, en fait, on a des étudiants qui sont au bord du craquage mental, quoi. Et en plus, on ajoute cela, mais c'est vraiment pour les achever. Bilal, certains se sentent, disons, sacrifiés au nom de la performance. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'ils ont totalement raison. C'est tout à fait vrai. Le gouvernement de la FOB, le MR et les engagés sacrifient des étudiants pour la performance. Et en le justifiant par des critères économiques qui sont totalement vaseux et qui ne tiennent juste pas la route. Bernard, pour les jeunes CSC, peut-être vous avez une réaction Oui, tout à fait. Donc, il y avait cet élément-là en fait, la réponse en fait, des gouvernements, et ça a été la première mesure qui a impacté les jeunes ici au niveau du fédéral, c'était en fait de passer donc de 475 heures par an à 650 heures. Oui. 650 heures pendant lesquelles on paye une cotisation de solidarité. Donc, ça reste aujourd'hui très intéressant pour un employeur d'engager des étudiants et des étudiantes. Ça, c'est important de le savoir et les jeunes s'en rendent bien compte. C'est un contrat qui est vraiment précaire, on l'a dit là tantôt, on ne se constitue pas de droit. Donc en fait, le meilleur exemple que je puisse mettre sur la table, ça a été la crise du Covid, pendant laquelle en fait, des milliers de jeunes, donc on l'a bien dit, c'est pas un revenu d'appoint, c'est vraiment la seule source de revenus pour eux, pour elles, avaient donc un contrat dans certains secteurs, des secteurs dans lesquels on a complètement normalisé le fait de voir des étudiants, que ce soit la distribution, que ce soit l'ORECA, que ce soit l'événementiel, et tous ces secteurs ont été fermés du jour au lendemain. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces jeunes n'ayant pas accès à la sécurité sociale n'avaient pas droit à un revenu de remplacement. Et donc, en fait, il n'y a eu aucune disposition mise en place pour les jeunes, si ce n'est quoi, leur proposer de travailler plus, toujours avec une cotisation réduite, dans certains secteurs. Certains secteurs qui tournaient toujours, et donc, pour le plus grand bonheur des employeurs, dans la balance, on a les étudiants qui ont besoin d'un revenu et d'un autre côté, les employeurs qui peuvent toujours faire tourner leurs entreprises, qui ont vu ça comme une opportunité. Et je veux dire, indépendamment donc, de ces jeunes qui ont besoin de bosser, n'ont pas eu d'autre choix que se tourner vers ces secteurs-là. Et donc, en l'absence de droits sociaux, d'un accès à la sécurité sociale, ces jeunes sont complètement livrés à eux-mêmes. C'est un contrat ultra flexible. En 3 jours, calendrier, on peut licencier un étudiant. Et parce qu'il y a cette précarité grandissante, les entreprises peuvent vraiment se passer d'un étudiant le lundi, mettre fin à un contrat, ou se dire « Ah, il est malade, 7 jours après je le licencie, et je vais en prendre un autre. » Donc la question du statut est vraiment problématique. Les jeunes CSC dénoncent une sélection déguisée. C'est aussi ce que vous percevez ? Donc, moi je mets en exergue le fait qu'effectivement, il y a ceux et celles qui se retrouvent très jeunes, des travailleurs, des travailleuses. Donc, je vais même presque parler d'un recul. Je veux dire, à un moment donné, si on a voulu protéger les enfants du travail, c'était aussi c'était pour aller sur les bancs de l'école, et que maintenant on se rend compte que la seule réponse des gouvernements, parce que je trouve l'analyse intéressante entre la réponse du fédéral qui est de oui, on doit permettre aux jeunes de travailler plus parce qu'ils veulent travailler plus. Alors il y a des jeunes pour qui c'est facile de travailler plus, mais quand on regarde les statistiques de l'ONSS, ils sont très peu à travailler jusqu'à 650 heures et encore moins à les dépasser.
Mais la question, c'est structurellement, qu'est-ce qu'on offre aux jeunes? Donc je veux dire, il y a vraiment un malaise de fond là-dessus. Je me tourne Je peux rajouter même. Bilal. Parce qu'aujourd'hui, le schéma, le voici. On a des jeunes qui n'ont aucun revenu s'ils ne travaillent pas. Ces jeunes vont aller travailler, donc ils sacrifient une partie de leur temps d'études. Un travail qui n'est même pas comptabilisé pour la pension. Ce travail, ils le font au détriment d'autres parts de la population qui alors se retrouvent au chômage. Ces personnes au chômage, après 2 ans, sont exclues et vont vers le CPS. Et tout ça pour justifier une politique d'austérité qui serait de dire encore une fois que les CPS coûtent trop cher et que notre système social coûte trop cher. Alors qu'en réalité, c'est tout le système global dans son ensemble, la manière dont on l'a mis en place, qui est problématique. Et ça, c'est une course vers le fond et ça ne fait que creuser le déficit, un déficit que apparemment nos gouvernements de droite veulent résorber, mais qui, inéluctablement, en fait, ils nous conduisent vers ce déficit-là. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le Bureau fédéral du plan, c'est la Cour des comptes qui disent tous que d'ici la fin de la législature, le déficit aura augmenté. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, Nassim, justement, je me tournais vers vous. Merci Tariq. Oui, déjà je voulais ajouter un paramètre par rapport, quand je parlais du fait que les jobs étudiants impactaient justement la réussite. Je pense que vous l'avez entendu, très souvent on a aussi des jeunes qui parfois sont un peu victimes de leur employeur, qui jouent avec le fait de dire « Ah, t'as encore des heures devant toi, je voudrais que je travaille tel jour, pendant les examens. » Et si le jeune refuse, au revoir, je prends quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est quelque part une pression supplémentaire qui est ajoutée, et dont j'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte parmi les gouvernements. Et j'ajouterais aussi qu'on doit vraiment repenser quelque part ce système-là. De base, le job étudiant, c'est fait pour avoir quelque part un argent de poche. C'est pas pour avoir quelque chose de subsistant. Ce n'est pas une question de, c'est pas un argent de survie, c'est un argent de poche. C'est aussi une manière quelque part d'avoir ses premières expériences d'emploi, etc., et de voir le monde du travail. Là, on est tombé carrément dans une sorte de contrat précaire où l'étudiant est devenu un petit ouvrier sur lequel on repose tout un système au niveau essentiellement de l'ORECA et pas que. Et où l'absence de droit est totale. Un petit ouvrier bon marché. C'est ça, en fait. Je veux dire, historiquement, on s'interroge aussi. Parce que si on a permis aux étudiants de travailler aussi, c'est aussi dans une philosophie où la plupart des collègues vont prendre leur jour de vacances leur jour de congé pendant les vacances. Et donc, c'est intéressant pour certains, certaines d'aller se faire de l'argent, mais d'avoir une première expérience professionnelle aussi. Mais donc, de laisser partir, de laisser souffler les travailleurs et les travailleuses à un moment donné. Ici, c'est tout le contraire. C'est en fait, on va donner un cadre légal pour les jeunes et les encourager à travailler davantage, sans vraie réponse structurelle. Donc c'est très individualiste. Il y a ceux qui peuvent ou il y a ceux qui mettent en péril leur projet de formation. Mais donc, on parlait aussi des éléments qui ont peut-être mis en colère les jeunes, et ça, ils ne s'en rendent pas suffisamment compte. Et je reviendrai sur ce que tu as dit, c'était super intéressant aussi, sur le rôle des employeurs quant à la sécurité, le bien-être et garantir les bonnes conditions de travail des jeunes. Mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, il existe une discrimination salariale chez les jeunes, donc chez les étudiants et les étudiantes qui travaillent, entre son plus jeune âge, 16 ans et 21 ans. En fait, on reçoit, en fonction des secteurs dans lesquels on bosse, un pourcentage du salaire minimum du secteur. Donc, la négociation salariale en Belgique, c'est quoi? C'est les syndicats et les employeurs. Il y a un minimum qui est fixé, mais dans certains secteurs, on va négocier un salaire plus haut. Et les jeunes qui travailleraient dans ces secteurs-là vont, à 16 ans, toucher un pourcentage du salaire minimum. Donc, à travail égal, salaire égal, ça c'est une revendication historique des syndicats. Mais aujourd'hui, en 2025, on n'y est pas encore dans tous les secteurs. On sait les jeunes ont traversé différentes crises, pas que les jeunes, il y a aussi le Covid. Est-ce que l'ascenseur social, est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'il est définitivement, en tout cas, en panne, bloqué pour cette génération, Bilal? Définitivement, j'ai quand même espoir qu'à la prochaine législature, ça changera. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'espoir à se faire non plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui prétend vouloir améliorer l'éducation, mais qui, en même temps, est en train de saquer tout ce qui peut améliorer l'éducation. Il est en train de saquer la santé mentale des étudiants, il est en train de saquer leur portefeuille, il est en train de saquer l'éducation permanente qu'ils font avec les organisations de jeunesse en leur enlevant leurs subsides, il est en train de saquer tout ce qui entoure le monde estudiantin et tout ce qui fait du citoyen aujourd'hui. Et donc, quand on n'est pas un bon citoyen, quand on nous a pas donné les clés pour être un bon citoyen, on peut pas évoluer dans la société. C'est beaucoup plus compliqué et c'est handicapant et c'est malheureusement la politique qui est aujourd'hui menée. On oublie que les jeunes étudiants aujourd'hui, ce sont les professions de demain. Oui, on oublie trop souvent.
Alors, est-ce que, une question adressée à vous tous, est-ce que la voix des jeunes est suffisamment entendue dans cette crise? Est-ce que, disons, cette colère des jeunes est légitime selon vous? Et jusqu'où peut-elle aller si elle reste encore et toujours ignorée? Ouais, peut-être deux éléments de réponse. Il y a ce que tu soulignais, il y a le fait aussi que ceux et celles qui prennent leur courage à deux mains et vont vers un job étudiant pour travailler, pour se faire un revenu, subissent aussi une vraie réalité qui n'est pas assez souvent dénoncée, qui est celle que les employeurs font vivre aux jeunes. C'est pas anecdotique quand en fait des étudiants nous appellent pour nous dire voilà, j'étais malade, j'ai remis un certificat médical et on m'a menacé de ne plus être réengagé, que c'était même pas la peine de revenir demain, sauf si tu me retrouves quelqu'un. Donc il y a déjà le fait que on va mettre les jeunes de plus en plus tôt au travail sans une réelle connaissance de la législation. Les entreprises ont un vrai rôle social de manière générale aussi, qui est d'appliquer la législation et d'informer ces jeunes travailleurs qui se lancent donc dans une expérience professionnelle et en fait se heurtent à ces réalités, doivent la découvrir par eux-mêmes et parfois à leurs frais. Comme je dis, t'as souligné un exemple intéressant. Mais je veux dire, en l'absence d'organisations de jeunesse qui sont là pour aider les jeunes dans ces premières expériences-là, on est très inquiet quant à l'avenir. Bilal, jusqu'où peut aller justement la colère des jeunes s'ils ne sont pas écoutés? Écoutez, les manifestations, en tout cas, j'espère qu'elles continueront, et c'est important parce que finalement, c'est notre avenir qu'on est en train de jouer. Et c'est pas pour être défaitiste, mais si on ne se bat pas aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'avenir demain. Ça, c'est en tout cas ma vision des choses. Je sais pas jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller, mais en tout cas, les manifestations, elles continueront. La répression continuera aussi, les matraques de police également. Vous savez, le travail, c'est une des choses les plus merveilleuses qui existent. Quand on travaille et quand on est fier de ce qu'on fait, c'est valorisant. Malheureusement, aujourd'hui, on a retiré toute valeur à ce travail-là. Et malheureusement, on continue à utiliser les jeunes, c'est pas pour... c'est limite comme des esclaves. Il n'y a aucun droit quand on est jeune. Moi-même, j'ai travaillé, j'ai été malade. J'ai été malade et on m'a viré. Dans la minute, c'était bonjour, je suis complètement malade, je suis en train de vomir, je me sens vraiment pas bien, je ne peux pas venir aujourd'hui. 1 heure plus tard, je recevais un message en me disant qu'on pouvait se passer de mes services. Est-ce qu'on peut se passer des services des étudiants aussi facilement, Nassim? Écoutez, non, pas possible, on est l'avenir. On est l'avenir, du coup, non. Aussi, ajouter un truc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi, je ne sais pas si on peut parler de ça, au niveau du logement étudiant, les cotes étudiants. Oui. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi actuellement, sachant que beaucoup d'étudiants travaillent aussi énormément pour pouvoir payer leurs cotes, qui parfois sont minimum sur le marché à Bruxelles, je pense en moyenne minimum 500 € pour une colocation. Oui. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas de gouvernement du coup régional, parce que c'est eux qui gèrent cette compétence, qui commence à réguler en fait le prix des cotes. Enfin, c'est une interrogation que j'avais. Et pour revenir à ce que disaient Bilal et Bernard par rapport à la jeunesse aussi, pour les organisations de jeunesse, donc pour le rappeler, donc en fait, c'est toutes ces organisations qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de développer les cracks, si on est bien d'accord à peu près sur la définition. C'est le décret. Oui. Voilà. Donc, à partir de 2026, je pense, ou l'année prochaine, dans pas longtemps, on va supprimer leur financement. Donc en fait, par exemple, moi donc j'appartiens à Défi Jeunes, j'appartiens aussi à Défi. Ce sont deux choses différentes, même si elles sont apparentées par le nom et par certaines idées communes. Bientôt, Défi Jeunes pourra ne plus être financé. Ce qui fait que soit, ou bien répondre à des critères tellement compliqués que voilà, c'est très compliqué, où il faudra tout refaire. Soit on va dépendre du parti, Défi. Dans ce cas-là, on peut oublier quelque part une certaine indépendance, même si je crois que Défi est quand même un parti qui n'est pas non plus un autoritarisme comme j'ai connu dans d'autres partis. Ou bien on refonde le truc. D'accord. On va marquer une courte pause pour la troisième et dernière partie pour poser la question comment on s'en sort. À tout de suite. 20h, cash sur table sur Arabelle. Et voilà, on retrouve nos invités pour cette dernière ligne droite. Bilal Fayad du Mouvement des Jeunes Socialistes, Bernard Dessy, responsable national des Jeunes CSC, et Nassim Sabibi, président de Défi Jeunes. Molenbeek, en off, tu voulais continuer ton raisonnement? Tout à fait. Donc, je parlais des organisations de jeunesse dont le financement est supprimé. Donc, je rappelle qu'on a comme mission
le CRAX, à savoir des citoyens responsables, actifs, etc. Donc, quelque part, c'est d'aller vers les jeunes et de faire en sorte que ces jeunes puissent développer leur esprit critique, être des citoyens actifs, qui votent consciemment, qui soient intéressés par la société, par l'intérêt général. On supprime notre financement alors qu'on poursuit ces missions qui sont justement assurées par le décret, comme tu le disais en off, Bernard. Aussi, c'est aussi, par exemple, envoyer des jeunes, plusieurs jeunes d'OJ différentes, débattre dans les écoles. Ce qui fait que, par exemple, les élèves dans ces écoles puissent commencer à former un peu leur pensée, leur esprit critique. En fait, c'est un peu ça aussi la formation de l'école. Ok, c'est aussi, comme dirait l'autre, savoir lire, compter, écrire. Ok, pourquoi pas. Mais c'est aussi utiliser tous ces ces connaissances à profit pour former son esprit. Et en faisant ça, on muselle, au fait, les jeunes. Une réaction, Bilal, peut-être? Mais Nassim a totalement raison. Il a tout à fait raison. Si on n'investit pas dans l'être humain, dans l'humain, alors on a une société qui ne sera que délétère. Et aujourd'hui, on n'investit pas dans l'humain. Aujourd'hui, on retire à l'être humain tous les droits qu'il a réussi à acquérir. On retire de son essence les combats qui ont été menés. Et on réprime toutes ces personnes avec violence, au lieu de les écouter, de les mettre autour de la table et de réellement prendre en considération en fait, leurs idées, leurs visions, leur vécu, pour réellement le mettre en pratique. Aujourd'hui, on a juste un gouvernement qui décide par pure idéologie, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui justifie les mesures qui sont en train d'être prises. Aucune. Il n'y a aucun argument qui soit probant et qui peut justifier les mesures qui sont en train d'être prises. C'est de la pure idéologie. On est vraiment dans de l'idéologie de parti qui décide, à contrario de tous les experts, de toutes les personnes du secteur qui sont tous contre, qui sont tous venus en commission dire non, eh ben on décide quand même d'appliquer ce genre de raisonnement. Et ça, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui fait que les jeunes aujourd'hui sortent dans la rue. Et j'inviterais personnellement, je pense même, les parents à sortir également dans la rue, parce que c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu. Bernard, c'est des choix idéologiques plutôt de réforme et d'ajustement budgétaire. C'est ça. On a déjà cité pas mal de mesures et on n'est qu'au sommet de l'iceberg. Il y a vraiment cette question du Minerval qui effectivement met en colère les jeunes parce qu'ils sont directement concernés, surtout pour ceux et celles qui jobent et qui n'ont pas le choix. Si je prends l'exemple d'un étudiant qui va étudier 5 années, donc des études longues, qui va devoir payer 5 fois un Minerval à 1 200 €, c'est des centaines d'heures de job étudiant pour juste payer son inscription. Ça n'engage pas une réussite. Il faut encore jobber à côté. Le premier boulot d'un étudiant, c'est peut-être d'étudier. Et les 5 ans, c'est dans les meilleurs cas, dans les meilleures conditions. Voilà. Je veux dire, on a le droit de se réorienter, on a le droit de se tromper. On a le droit de découvrir aussi les études et de faire des choix par la suite. Mais si on en revient donc à ces fameuses mesures du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous, ce qu'on dénonce en tant qu'organisation syndicale, c'est la dérive, et je pèse mes mots, quasi autoritaire de ce conclave budgétaire, qui est de se dire, sans aucune concertation, sans aucune évaluation, sans aucune mesure transitoire, c'est de couper les subsides à une série d'organisations de jeunesse qui remplissent des missions et qui, du jour au lendemain, se voient donc coupées de tout subside, de tout moyen de pouvoir agir. Il y a des emplois qui sont derrière là aussi, et donc on en revient à ce qu'on disait au début. On est vraiment dans une mécanique de gestionnaire, il y a un déficit et on va aller chercher de l'argent là où on pense qu'il faudrait y aller. Et donc là, on touche à des secteurs essentiels comme la jeunesse, où on veut... je me fais aussi porte-parole de ceux et celles qui étaient à la manifestation d'hier, donc tous ceux et celles qui travaillent dans ces secteurs-là aussi, pour la petite enfance, dans le secteur jeunesse, et qui en fait se voient privés de moyens, qui voient en fait tout moyen de venir en aide en fait à ceux qui sont les plus vulnérables et aussi dans une certaine précarité, qui sont soit en études, soit encore jeunes enfants, s'envoler. Donc en l'absence de vision, c'est la seule lecture qu'on a, aussi bien au communautaire qu'au fédéral. C'est une vision de gestionnaire. Il n'y a pas de projet de société derrière, quoi. Alors justement pour les jeunes, comment faire quand les conditions matérielles sont aussi rudes, et que dire à celles et ceux qui pensent que tout est joué d'avance, peu importe leur mérite? Bernard. Si on devait aller vers une société où seul le mérite compte, alors on a tous et tout intérêt à être dans la rue demain. Enfin, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui doit être le plus égalitaire possible et permettre de s'épanouir, c'est peut-être déjà l'enseignement. Enfin, je veux dire, en tant qu'enfant, en tant qu'élève et en tant qu'étudiant, c'est quand même
une expérience forte, c'est rencontrer d'autres personnes, c'est se former, c'est s'épanouir. Et donc, je trouve que dans une démocratie, prendre la température de comment on traite les plus vulnérables, que ce soit nos aînés, les gens malades, les chômeurs et les jeunes, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunes, on doit parler d'un public vulnérable. On le disait en début d'émission, on a beaucoup trop normalisé cette image de l'étudiant qui mange des pâtes au ketchup et qui va au CPAS. Je veux dire, c'est pas un stéréotype, c'est un mode de vie pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Et donc, je pense que, et ça répond à la question qu'on s'est posée en début d'émission, est-ce que les jeunes ont le droit d'être en colère ou pourquoi sont-ils et sont-elles en colère ? Enfin, je veux dire, c'est un bon exemple. C'est qu'est-ce qu'on met en place pour les jeunes aujourd'hui, aussi bien au fédéral qu'au communautaire ? Alors justement, est-ce qu'on peut faire des propositions concrètes pour mettre sur la table, justement, pour recréer un climat de confiance, par exemple, Nassim ? En fait, je pense que ce n'est pas aux jeunes de recréer le climat de confiance. Les jeunes ont exprimé ce qu'ils pensaient d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la concertation, en tout cas, ils ont essayé de se concerter, ou que ce soit par la rue. Et en fait, le gouvernement a brisé cette confiance. C'est au gouvernement de rétablir la confiance. Mais j'ai l'impression que la manière dont ils avancent, on n'est pas prêt à la récréer demain. Oui, je rejoins Bernard, il faut continuer la mobilisation, il faut continuer à dénoncer cela. Et d'ailleurs, Tariq, en faisant ce que tu fais, à savoir nous inviter aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose aussi. Il faudrait qu'on s'exprime encore plus dans les médias, etc. Aussi dans les médias indépendants qui font leur taf aussi. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas suffisant, pour être honnête. J'ai l'impression qu'il faudra une grève nationale de tous les étudiants qui n'aillent pas en cours pendant des mois et que les profs participent pour qu'enfin que ça se bouge. Parce que à l'allure où ça va, ils vont continuer encore. Et à chaque fois, ils sortiront, comme disait Bilal, l'argument du déficit. Bon, déjà, on parle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, elle ne prélève pas d'impôts comme ça. C'est quelque part une fédération qui perçoit de l'argent d'une autre entité. Je ne me trompe pas, je pense. Normalement, ça marche comme ça. Ce qui fait qu'appliquer une logique de dépenses et recettes alors qu'on ne prélève pas directement des recettes, je ne comprends pas trop le truc. Aussi, donc, on ne sacrifie pas, l'enseignement ne sacrifie pas. C'est un investissement, quelque part, sur l'humain. Et enfin, on a un gouvernement qui se réclame du libéralisme. En tout cas, peut-être du libéralisme conservateur, ça c'est sûr et certain. Mais un libéralisme progressiste, centriste et humaniste ne ferait pas ça. Non, il investirait sur l'humain, il ferait en sorte de pouvoir concilier le social et l'émancipation. Bilal, est-ce que c'est difficile d'imaginer de retisser un lien entre les étudiants et les décideurs ? Oui, je pense que c'est difficile parce qu'il y a une confiance qui a été rompue. Maintenant, par rapport aux solutions, les solutions, en réalité, elles ont déjà été apportées. Elles ont déjà été présentées au gouvernement. Elles ont déjà été discutées en commission. Mais le gouvernement n'en a que faire. Donc, les solutions, on pourrait en parler, on pourrait en débattre pendant très longtemps. Mais au final, si le gouvernement ne décide pas d'en prendre compte, ça ne servira de toute façon à rien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que, effectivement, comme Nassim l'a dit, c'est continuer à s'exprimer, continuer à manifester. Ne pas aller en cours, je dirais même plus boycotter les examens s'il le faut, mais à un moment donné, il va falloir poser les points sur les i, les barres sur les t, et dire au gouvernement qu'il faut arrêter ce petit jeu. Et c'est vrai que par rapport aux dépenses et aux recettes, c'est totalement bizarre et inutile de dire que notre logique, ce sera dépenses-recettes. On est dans un service public, on n'est pas dans une entreprise. Et malheureusement, avec la droite, avec le MR et les engagés, ces deux choses sont trop facilement confondables. On a des personnes qui sont généralement du privé, qui viennent et qui vont prendre la tête d'un parti, qui vont insuffler ce souffle-là. Et ensuite, on va se retrouver avec des arguments qui sont oui, mais dans une entreprise, on ne fait pas comme ça. Mais bien sûr, quand dans une entreprise, on ne fait pas comme ça, c'est le concept. On est dans un service public. Il y a le mot service dedans. Ça dit tout. Bernard, si les blocages ou les grèves s'intensifient, par exemple, quelle doit être justement la réaction des organisations syndicales ? En fait, elles doivent être soutenantes. Et en fait, parce que leur premier boulot, c'est d'être à l'écoute. Et donc, je prends l'exemple de ce que fait la FEF et les autres organisations de jeunesse syndicales aussi. Donc, on se doit d'être à l'écoute de ces personnes qui sont experts dans leur vécu, qui sont à même de pouvoir témoigner de ce qui se passe et de pouvoir, en fait, relater ce qui se passe. Parce que c'est le constat aujourd'hui. Enfin, moi, je parlerais carrément de mépris, je veux dire, vis-à-vis des politiques qui prennent des décisions. Parce que les jeunes sont là, s'organisent et, par tous les moyens, se font entendre, dénoncent. Et donc, à un moment donné, ne reste qu'effectivement que la mobilisation.
Et la force est de constater qu'effectivement, certaines décident de ne pas tenir compte de cette colère légitime, et donc on ne peut qu'être soutenante et à l'écoute de cette jeunesse. Est-ce que d'après vous, les jeunes, je dirais de toutes tendances confondues, seraient disposés, prêts à co-construire une réforme de l'enseignement supérieur avec les étudiants eux-mêmes autour de la table? Est-ce que c'est un peu utopique ou on peut l'imaginer? Ouais. Notre pays est souvent appelé le pays du compromis et de la négociation. C'est comme ça qu'on a réussi à se construire. Je pense pas que ce soit délirant de se dire qu'on va s'asseoir autour d'une table et essayer de construire ensemble. Maintenant, le problème, c'est que même dans la jeunesse, notamment dans la jeunesse de droite, on voit qu'il y a un changement de mentalité. On voit qu'il y a un esprit bouché qui s'est installé et un esprit totalement borné, idéologique. Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher. Voilà. Un esprit totalement idéologique qui ne se veut pas du tout pragmatique et réaliste, mais qui se veut juste idéologique. C'est A plus B égale C, c'est 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas d'autre négociation. Et à partir de là, si on n'est pas prêt à faire un pas vers l'autre, on ne peut pas demander aux gens de faire un pas vers nous. Vous voulez ajouter quelque chose, Bernard? C'est ça, on parlait de répression, mais donc je pense que quand les jeunes sortent dans la rue, le minimum qu'on puisse faire, c'est les écouter. C'est d'aller à leur rencontre, d'écouter le message qu'ils ont à délivrer et de se dire, OK, donc à ce stade, les règles du jeu ne fonctionnent pas, nous en faisons les frais, nous pouvons nous-mêmes montrer l'impact qu'ont les règles sur les jeunes. Il y a eu des chouettes initiatives pour essayer de visibiliser un maximum les dégâts, je parle du décret paysage, et force est de constater que même l'administration, même les partis au pouvoir ne sont pas capables de eux-mêmes montrer des projections et des chiffres, et donc je trouve que ça conforte le fait que on y va à coup de variables d'ajustement. Ah voilà, la jeunesse dans la balance, l'enseignement dans la balance. Et donc c'est du mépris. Et donc je pense que les jeunes s'organisent et à raison. Et donc il est important, on en parlait là tantôt aussi, de voir comment est-ce qu'on s'occupe des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Et moi j'aimerais bien en parler aussi. Je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé hier, donc pour rappel, plus de 100 000 personnes dans la rue, qui dénonce un autre projet de gouvernement, le gouvernement fédéral, dans lequel nous retrouvons aussi l'EMR et les engagés, qui adoptent la même posture. Tu soulignais le fait que ce sont des mesures antisociales. Je trouve que le terme est encore gentil. Ici, on a clarifié les choses. Il y a un déficit. On va aller chercher des économies à hauteur de 22 milliards et on va faire porter les économies sur qui? Le dos des travailleurs et des travailleuses. Et si je peux même me permettre de rajouter... Rapidement, parce que oui, très rapidement, c'est que ces politiques en plus sont faites... par la justification simplement de minorité. C'est-à-dire qu'on va justifier cela en disant qu'il y aurait des chômeurs, alors qu'en réalité les chômeurs ne constituent que 500 000 personnes dans la société, c'est très peu. On va justifier ça par des étudiants qui apparemment resteraient plus de 9 ans dans les études, alors que ces étudiants ne représentent moins de 9% de l'ensemble des étudiants. En fait, on a l'impression que toutes ces réformes sont faites pour des minorités, s'adressent à des minorités, au lieu de s'adresser à la majorité. Alors, peut-être avant de nous quitter, on l'a vu, cette crise que traverse le monde étudiant dépasse tous les chiffres et dépasse tous les décrets. Elle touche en fait le cœur de notre lien démocratique. Si vous avez, je dirais, une phrase, un message pour tous les étudiants et pour toutes les étudiantes qui nous écoutent ce soir, tour de table avec vous, Nassim, peut-être. Alors, plus que jamais, il faut se mobiliser. Il faut pouvoir dénoncer les choses et aussi proposer des choses. On est dans une période où l'extrême droite monte partout. On a des réflexes autoritaristes qui arrivent, conservateurs qui arrivent. Tant qu'on ne mettra pas l'accent sur l'humain, on ne pourra pas progresser. C'est ça ou rien. Et il faut absolument que notre génération ne soit pas sacrifiée. Au contraire, elle doit être valorisée. On a quand même plusieurs défis qui vont arriver, et c'est avec la jeunesse qu'on pourra les relever. Bilal. C'est accepter, c'est se condamner et condamner ses enfants. Donc il faut absolument continuer à avancer. Chaque lutte s'est faite par chaque droit qu'on a acquis s'est fait par des luttes, par de la casse malheureusement. Et si on doit passer par là, je pense qu'il faut être prêt à le faire pour nous et pour nos enfants. Bernard. Moi, je vais le dire. Je vais porter la voix des gens qui s'organisent chez nous et des jeunes qu'on rencontre, mais nous ne servirons pas de prétexte pour leur réforme. On parle d'austérité. Moi, je vois là un hold-up. C'est un hold-up de la sécurité et des services publics pour justement
corriger le déficit et arriver à un système soutenable pour les jeunes. Nous ne servirons pas d'excuse pour ces mesures antisociales. Voilà, c'était donc la conclusion de Bernard Dessy. Je rappelle que vous êtes responsable national des jeunes CSC, également avec nous Bilal Fayad du mouvement des jeunes socialistes et Nassim Sabibi, président de Défi Jeunes Molenbeek. Merci messieurs d'avoir joué le jeu et merci d'avoir partagé vos analyses. Merci. Merci. Merci Tariq. C'est la fin de Cash sur table. Excellente soirée à l'écoute des programmes d'Arabelle. Jusqu'à